Corazzo, assourdi d'un perpétuel charivari de menaces gutturales et de confuses pétarades, Guillaume de Wied ne tarde pas à se rembarquer avec son épouse et ses enfants terrorisés. À Vienne, on fait grise mine. L'Albanie du prince germanique devait servir à contenir les Slaves. Son échec et son piteux exil, où l'on devine la marque de la semelle serbe, sont une humiliation supplémentaire pour l'Autriche. Et Guillaume de Wied vient faire un barouf du diable auprès du comte Berchtold, le ministre des Affaires étrangères autrichien, qui déteste tous ces gredins balkaniques. Les Turcs, enfin, ont réussi à garder en Europe le gros orteil de Constantinople et de son arrière-pays. Et bien décidés à ne plus laisser découper la moindre rondelle de leur empire, ils confient la réorganisation de leur armée à des officiers allemands. Bref, tout est prêt pour passer à la générale, dans le grand théâtre de l'Europe, après les prometteuses répétitions de la kermesse balkanique. Et la paix de l'ancien monde titube comme le vieil empereur ottoman, sonné par la discordante révolte des peuples. À Vienne, l'annonce de l'assassinat de François Ferdinand et de Sophie à Sarajevo par de jeunes terroristes bosniaques manipulés par des Serbes résonne comme un coup de tonnerre qui rapporte en écho une compassion inattendue pour les victimes et un flot de critiques à l'égard de leurs humiliantes funérailles. Lorsque le jeune archiduc Charles rejoint François-Joseph à Schönbrunn, il est surpris par le tranquille stoïcisme avec lequel le vieil empereur surmonte ce coup du sort. Et les ardentes démonstrations de loyauté belliqueuse de la foule achèvent de le troubler. Seraient-ils tous, au fond, satisfaits d'être débarrassés de François Ferdinand ? De fait, le spectacle qu'offre Vienne est de plus en plus inquiétant. Cortèges et manifestations se succèdent en réclamant que l'on mette fin aux menées serbes. Et le jeune couple y voit clairement la main du comte Berchtold et de son âme damnée, le général Konrad von Utzendorf, l'un et l'autre libérés dans leur passion anti-serbe par la mort de François Ferdinand. Cela fait si longtemps que ces deux hommes attendent l'occasion pour faire basculer l'empereur dans le camp de la guerre. Et puis rien ne se passe en apparence. On se rassure au beau mois de juillet 14, où François-Joseph reprend le fil de ses vacances. Mais pourquoi éloigne-t-il son nouvel héritier vers une garnison lointaine ? Au lieu d'endormir l'Europe pour préparer tranquillement leur guerre, Berchtold et Konrad feraient mieux de se renseigner sur ce qui se passe en Russie, où l'opinion publique, sentant le danger qui pèse sur les Serbes, se livre à des manifestations de nationalisme panslave et se rassemble comme jamais autour de son tsar, avec un enthousiasme tel qu'il pourrait être tenté de s'y abandonner pour effacer les déconvenues de son règne si difficile. Lorsqu'éclate la nouvelle de l'ultimatum autrichien à la Serbie, se découvre le poteau rose du sommeil de juillet. Si les amis nationalistes du Kronprinz manifestent en faveur de l'Autriche, c'est parce que le chancelier Bethmann Hollweg a signé un chèque en blanc aux fauteurs de guerre de Vienne dès le début de l'été. Il a beau se défendre maintenant en affirmant qu'il ne pensait pas que les choses iraient aussi loin, ce manque de clairvoyance anéantit toutes ses protestations pacifiques et accable son maître, l'empereur Guillaume, qui n'a cessé de l'inciter. Et justement, le Kaiser revient d'urgence de sa croisière d'inconscience en Norvège, où il fustigeait dans ses télégrammes la pseudo-mollesse de son chancelier, en le pressant de soutenir Berchtold et Konrad, sans mesurer comme la tension qu'il a accumulée en Europe depuis des années peut exploser entre les mains des deux irresponsables de Vienne. Guillaume adore les crises internationales où il se donne l'illusion de jouer le premier rôle, celui du défenseur de l'Allemagne encerclée.
qui sait convaincre les siens comme ses adversaires de sa volonté d'être l'empereur de la paix. Mais s'il plastronne encore pour la galerie, il est trop intelligent pour ne pas voir que la machine infernale est désormais lancée et qu'il aura le plus grand mal à l'éteindre, après avoir aidé ses complices de Vienne à l'allumer. Désormais, Guillaume est rendu à lui-même et il a peur, comme un pompier pyromane rattrapé par son brasier. Jules Cambon, l'ambassadeur de France à Berlin, qui le connaît si bien, lui montre comment on pourrait encore actionner les freins, mais aucun levier ne répond plus à la panique du Kaiser. Les Français ont réagi brutalement à l'annonce de l'ultimatum contre la Serbie. Peut-être se montreraient-ils plus circonspects s'ils savaient que leur gouvernement ne fait rien pour modérer les Russes et qu'il existe désormais un réel danger que l'honnête ambassadeur allemand, le baron de Schön, tente de conjurer en suppliant que tout le monde s'asseye autour d'une table de conférence. Mais non, Paris attend fiévreusement le retour de Saint-Pétersbourg du président Poincaré, qui assure que la mobilisation russe n'est que partielle, alors qu'il sait parfaitement que c'est un nouveau pas vers la guerre qui ne peut qu'enflammer les nationalistes allemands au moment où l'Autriche bombarde Belgrade. C'est à Londres que se trouve la dernière chance de la paix. Guillaume implore les pacifistes de faire pression sur son cher cousin Georges pour qu'il arrête le train fou de l'Europe. Il sonne à la mauvaise porte, les Anglais le méprisent et son cousin tombe le masque en avouant qu'il le déteste. Quant à Sir Edward Grey, ministre de Sa Majesté, il laisse croire aux Allemands que l'Angleterre restera neutre en assurant Russes et Français qu'elle se rangera à leur côté. Même pas par machiavélisme, par insouciance, que tous ces continentaux se débrouillent entre eux. Guillaume ferait mieux d'observer l'attitude de Churchill, premier lord de l'amirauté, qui fait pousser les feux de la flotte britannique dont l'armada attend avec impatience de se venger des provocations navales de l'Allemagne. Churchill, que le Kaiser recevait à ses manœuvres et qui affiche une détermination dont l'avantage est de faire réfléchir. Mais Guillaume ne réfléchit plus, il tremble et se persuade que l'Angleterre ne bougera pas au moment précis où l'on se masse devant son ambassade à Londres. Si on pouvait au moins arrêter l'armée austro-hongroise. Mais les officiers sont comme le général von Hötzendorf. Ils assurent que la campagne en Serbie ne sera qu'une promenade militaire et qu'après Belgrade, il faudra pousser bien plus loin pour être enfin tranquille. Et François-Joseph laisse parler les armes. Il a espéré sans trop y croire que les Serbes accepteraient l'ultimatum. Et maintenant, il retrouve sans état d'âme son vieil orgueil Habsbourg. Or, il ne peut plus ignorer que le roi Pierre Ier s'échappe de Belgrade en appelant les Russes à son secours. Alors, dans Berlin en délire, Guillaume s'abandonne à cette guerre dont il ne voulait plus, avec la griserie d'être encore le premier, cette fois pour appuyer sur le bouton fatal, en proclamant « Je ne reconnais plus de parti, je ne vois qu'un seul peuple ». Au fond, comme c'est facile, et le Kronprinz parle d'aller bientôt souper chez Maxims. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Nicolas est à la fois celui qui redoute le plus clairement les conséquences incontrôlables de la guerre et qui se laisse le mieux manœuvrer par tous ceux qui la souhaitent. L'opinion publique le pousse à sauver les Serbes et la foule qui s'avance vers le palais d'hiver après avoir pillé des magasins allemands porte d'innombrables pancartes de soutien aux bombardés de Belgrade.
Elle chante ses hymnes patriotiques avec l'armée russe qui réclame sa mobilisation à corps et à cri, sous prétexte des distances à parcourir, et l'obtient la première parce que le tsar est hanté par le souvenir de la défaite de 1905. Nicolas est un autocrate, ligoté par ses serments. Défendre la grandeur de la Sainte-Russie, l'héritage de la dynastie, la parole donnée aux Français. Et voilà que se rejoigne un peuple qu'il n'a jamais appréhendé qu'à travers des songes, et cet espoir toujours rêvé et jamais atteint dont Alexandra l'entretient, celui d'être enfin à la hauteur de la gloire des Romanov. Avec de vieilles rancunes aussi, contre Guillaume qui n'a jamais cessé de le rabaisser et de se jouer de lui. La Russie de l'idéal est celle des petits chagrins claquant au vent d'un même drapeau. Raspoutine lui écrit pourtant depuis son village « On vaincra l'Allemagne, mais la Russie... » Réfléchis, petit père, jamais on n'a vu plus grande martyre. Elle se noie dans le sang, grand est le danger, sans borne la tristesse. Les Français ont bien joué, eux qui souhaitaient aussi la guerre sans l'avouer. Et maintenant, ils récupèrent le cadavre de Jean Jaurès, assassiné par un illuminé qui arrange bien du monde. Jaurès voulait la paix. On ne parle plus que de guerre et d'union sacrée à ses funérailles, où Léon Jouot enterre un peu plus profond le disparu. Nous serons les soldats de la liberté. Cet idéal nous donnera la possibilité de vaincre. De quoi se frotter les mains, à Paris comme à Saint-Pétersbourg. Semaine, l'effroyable vérité s'impose. Cette guerre ne ressemblera à aucune autre. Personne ne rentrera chez soi pour Noël. Et peut-être que personne ne rentrera plus jamais. Des masses énormes sont mobilisées. Elles doivent bientôt s'enterrer en cherchant à se percer au prix de pertes inouïes, au centre, sur les côtés, par en dessus, dans l'air où les gaz répandent la mort. La guerre échappe aux officiers qui saignent leurs propres armées, le nez sur leurs cartes. Elle échappe aux politiques qui s'acharnent de peur d'avouer leurs torts. Elle échappe aux soldats pour qui la patrie est devenue vengeance. La mécanisation multiplie les pertes dans des proportions inouïes. Chars d'assaut sur des étendues de charniers. Sous-marins torpillant les flottes en glissant de plus en plus près des derniers neutres. La fin du cuirassé allemand Blücher s'avère presque une chance. De nombreux marins seront sauvés pour combien d'autres navires engloutis sans recours. Les dirigeables ne sont pas les croiseurs volants que l'on pensait. Ce sont les avions infiniment plus rapides qui apportent la mort. Avec cette idée épouvantable pour ceux qui en réchappent que la guerre, ici comme ailleurs, accélère les progrès techniques. Tandis que les destructions frappent ce qu'il reste de la croyance en la civilisation humaine. Il n'y aura plus de retour au monde ancien, et en attendant, on s'installe dans ce que la guerre procure. La vacance des règles d'autrefois, le jeu d'un désordre sans limite, le bonheur intense de chacun des instants où la menace universelle a trop à faire et oublie brièvement, ça et là, des poignées d'hommes. Pour
le Kaiser, la guerre est une défaite immédiate. Il n'a aucune prise sur la conduite d'opérations qui n'ont plus rien à voir avec les manœuvres où on lui laissait l'illusion de commander. Le plan d'attaque allemand qui prévoyait de mettre la France hors de combat en un mois s'est brisé sur la diversion russe et la volte-face de Joffre à la bataille de la Marne. Maréchal autoproclamé, posant au champion des vertus militaires germaniques, il n'est plus que la mouche du coche du grand état-major, où sa nullité stratégique est la fable de moins en moins discrète des officiers supérieurs. Il s'est installé à l'arrière sous prétexte d'avoir une vision d'ensemble et ne quitte le confort de son quartier général que pour de brèves visites au front où on l'occupe à de petites choses, remise de décorations, prétendues observations là où l'on s'est assuré que le front est calme. Et malgré ses airs de seigneur de la guerre, il a très bien conscience de l'évanouissement de son autorité. Depuis le viol de la neutralité belge, il ne parvient pas à chasser de son esprit le fantôme du roi Albert, qui le fait rouler dans ses cauchemars de mauvaise foi et d'apitoiement sur lui-même qu'il a toujours opposés aux réalités insupportables. Il essaye de donner le change en poussant son fils, le Kronprinz, vers des commandements décisifs, mais l'héritier est encore plus méprisé que lui. Ses seuls hauts faits sont de suborner les épouses des prisonniers français dans les territoires occupés. Et quand le général von Falkenhayn lui confie cyniquement la bataille de Verdun, dans le but déclaré de saigner à blanc les Français, il est aussi incapable de s'opposer à cette folie criminelle que d'y mettre fin au long de 300 jours de combat qui feront 700 000 morts de part et d'autre. Même ses frères et les autres princes allemands qui commandent des corps d'armée murmurent au Kaiser qu'il préférerait le savoir à ses boîtes de nuit de Berlin plutôt que de le voir parader dans cet enfer. Dohna, pour sa part, est plus consciente des véritables ravages de la guerre. Tout en croyant que l'Allemagne est la victime d'un complot international visant à la détruire, comme le martèle jusqu'aux intellectuels, elle se dépense dans les œuvres aux blessés, ce dont la propagande se fait largement l'écho. Dohna est une femme simple qui s'est toujours cantonnée au rôle maternel que lui a signé Guillaume. Et le spectacle des tout jeunes gens qui prennent leur pactage pour monter au front lui serre le cœur. Elle tombe malade. Il y a quelque chose en elle qui se détraque, comme un soupçon, et de plus en plus. Mais elle cache la gravité de son état. Surtout ne pas inquiéter le Kaiser, qui se donne sans compter pour la patrie. Avant la guerre, Guillaume ne cessait de parcourir l'Europe. Maintenant, il tourne en rond dans son empire et rend effusivement visite à ce roi de Bavière qu'il traitait de petit bourgeois, juste bon à servir de gardien au poussiéreux musée de la famille Wittelsbach. De fait, la folie nationaliste du Kaiser s'exerce jusqu'à la résidence royale de Munich. Jadis intellectuel, modeste et lettré, le roi Louis III se découvre une tardive vocation de conquérant. Il réclame la Belgique, dont la reine Élisabeth est pourtant une de ses nièces. C'est tout l'honneur d'une très ancienne famille qui disparaît dans la tourmente. Le roi de Saxe, quant à lui, n'a jamais caché son aversion pour les aventures Hohenzollern. Mais la Saxe vit sous la menace constante d'une occupation prussienne et Frédéric Auguste ne peut abandonner ses soldats enrôlés de force. Les derniers vestiges d'autonomie se dissolvent dans le monolithisme militaire de l'Empire.
Cependant, la guerre ne cesse de s'étendre et Guillaume peut jouer au seigneur suprême d'une grande coalition rejointe par les Turcs et les Bulgares. Si les Alliés ont décroché l'Italie, les empires centraux font de même avec Ferdinand, qui piaffe de saisir sa vengeance contre les Serbes et soudain les poignarde brutalement dans le dos. Boris, le fils aîné de Ferdinand, ne partage pas la satisfaction de son père devant cette victoire sans noblesse. Il préfère les Alliés au Kaiser et flaire déjà que toute cette aventure finira mal. D'ailleurs, on se méfie de Ferdinand jusque dans sa famille. Mais sa deuxième femme, princesse allemande, qu'il a épousée comme on prend une gouvernante, ses enfants n'osent pas affronter ses colères, ses ruses, ses mots cruels, et subissent en silence tout le poids de son écrasante personnalité. D'autant plus que la guerre a jeté dans les rues de Sofia une foule enthousiaste à l'idée de la grande Bulgarie reconstituée, un empire d'Orient où Ferdinand s'imagine déjà sacré à Sainte-Sophie dans les joyaux des basileuses de Byzance. Guillaume n'est évidemment pas en reste de vision superlative. Agrandissement des possessions en France, main basse sur ses colonies, pas question de rendre la Belgique, formation de petits royaumes à l'Est au détriment des Russes que l'on distribuera d'un coup de botte aux princes allemands qui se seront montrés les plus dociles. Les militaires laissent dire, le Kaiser leur est utile tant qu'ils rêvent de la victoire. Mais Guillaume est parfois rattrapé par le froid, la souffrance et la mort. Par-delà le nid de ses limousines et de ses couvertures en fourrure, et il sombre alors dans une prostration où ses songes deviennent cauchemars, habités par la terreur de devoir un jour rendre compte de ses forfaits à ses victimes. Flottant comme une épave, il trouve dans le général von Hindenburg le roc auquel arrimait l'illusion de sa grandeur impériale. Expression de la noblesse terrienne et militaire de Prusse orientale, qui monte la garde aux avant-postes de l'océan slave depuis le temps des chevaliers teutoniques, Hindenburg a été arraché de sa retraite dans la panique du déferlement russe. Il s'est adjoint un officier qui ne lui ressemble pas, Erich Ludendorff, redoutable machine que le militarisme moderne a programmée pour la guerre totale. Guillaume se cramponne à eux comme à des infirmiers, mais au fait ce n'est pas vraiment Hindenburg qui dirige. Juncker de l'ancien monde, il appartient à un code d'honneur que la guerre a balayé. Non, le vrai patron qui s'affirme de plus en plus en pliant l'Allemagne entre ses mains d'acier, c'est le tank à figure de passe-muraille, Erich Ludendorff. Et tandis qu'un dictateur est maintenant aux commandes de la guerre germanique, les fictions se recouvrent. Guillaume se croit encore le Kaiser et l'Allemagne prend Hindenburg pour le sauveur du Vaterland. Guillaume, qui écrivait autrefois des lettres d'écolier sentimentales au chancelier Bülow, couvre désormais Hindenburg avec la tendresse que l'on réserve à un fidèle bulldog. Hindenburg le rassure par sa solidité de burgrave, la déférence avec laquelle il écoute ses considérations générales, tout en évitant les matières méritant réflexion. Tout au plus insiste-t-il parfois pour que le Kaiser donne son aval aux décisions arrêtées par Ludendorff. Et Guillaume accepte tout, les gaz et les otages, les bombardements civils et l'assassinat de Miss Cavell, la guerre sous-marine et le torpillage des neutres. Franchement, un si obligeant empereur mérite bien qu'on lui retourne ses marques d'affection. Cependant, dépêché par son oncle François-Joseph, l'archiduc héritier Charles vient faire état auprès du Kaiser des griefs de l'allié austro-hongrois. Ludendorff méprise le commandement de Vienne et le traite de cadavre qu'il traîne comme un boulet. Charles laisse une curieuse impression à Guillaume, comme un soupçon de réveil de conscience.
Le jeune archiduc ne se plaint pas seulement de l'attitude allemande, il parle de la nécessité de faire la paix, même au prix de l'Alsace-Lorraine. Et il s'avance sur ces sujets tabous avec une certitude candide qui laisse stupéfait les généraux et trouble le Kaiser. De son côté, l'héritier Habsbourg est frappé par le comportement du prétendu seigneur de la guerre, un homme qui a beaucoup vieilli et qui n'a finalement que son teckel Esmond pour lui manifester de l'amitié et monter la garde de sa solitude. Que l'empereur François-Joseph enfourche son cheval et tous ces peuples, oubliant leurs querelles, le suivront comme un seul homme. L'ancienne prédiction de Bismarck s'est vérifiée, même si le vieil empereur ne suit que de loin les opérations militaires et s'il s'agit plus souvent de revers que de victoires. L'empire Habsbourg tient. Ce bizarre assemblage de peuples que l'on disait vermoulu se bat, sans grande efficacité mais sans défaillance. Les Tchèques, les Polonais, les Croates restent dans leur écrasante majorité loyaux à l'égard de leur empereur. Encore faudrait-il que la confiance soit réciproque quand Ludendorff excite le pangermanisme des Autrichiens réactionnaires et le nationalisme des indépendantistes hongrois pour on ne sait quel rêve de grand Reich. Or, l'archiduc Charles n'a pas de prise sur cet héritage d'ambiguïté. L'entourage de l'empereur sait qu'il partage les opinions que professait François Ferdinand sur l'avenir de l'Empire, mais que son caractère loyal et conciliant l'empêche de les proclamer. On en profite pour l'éloigner de Vienne, en l'envoyant inspecter le front. Médiocre calcul dont l'héritier Habsbourg sort bouleversé par le spectacle de la guerre. Charles approche de très près les souffrances, la mort, la déshumanisation de tout ce qui faisait pour lui la valeur morale de l'empire multinational. Mais comment faire entendre sa voix ? Charles est un enfant de l'éducation Habsbourg. Il ne parle à son grand-oncle que lorsque celui-ci l'interroge, et il ne voit l'empereur que de loin en loin, en repassant par Vienne pour la naissance des enfants que Zita lui donne. De toute façon, le général Konrad von Hötzendorf se comporte comme un autre Ludendorff, modèle vieux valseur à moustache blanche. C'est au prix d'une dictature en gants gris-perle qu'il parvient à colmater les immenses lignes courant de l'Italie jusqu'en Pologne, et François-Joseph ne peut se passer d'un homme aussi indispensable. Charles sait à quoi s'en tenir sur Conrad, qui abreuve le sol du sang de ses soldats comme ses fiancés deviennent de ses lettres d'amour. Vienne, justement, dont Zita lui décrit la misère grandissante et dont il retrouve le dénuement au long des garnisons de l'Empire où on l'envoie pour soutenir un moral en chute libre. Faim et froid des rues sans joie, enfants qui pourraient être les leurs errant dans les gares pour aller chercher un peu de bois à la campagne. Oui, Zita, seul allié de Charles, archiduc d'un monde qu'il croyait simple, attendant en silence un héritage qu'il découvre de tragédie. Tant d'années après Sissi, la jeunesse et les manières de Zita lui valent une très grande popularité. Elle apparaît comme le regret de l'innocence et la promesse de paix que ressentent les foules de la guerre. Ce jugement instinctif se confirme en la voyant maîtriser le métier royal avec un tel naturel que Charles s'appuie manifestement sur elle en absolue confiance. Le jeune couple ne laisse pas percevoir comme son entente s'est encore renforcée de la conscience aiguë du danger.
Mais Zita, sourire juvénile d'intelligence aiguë et de volonté farouche, connaît encore mieux que Charles l'épuisement véritable de l'Empire, et elle a déjà dressé très précisément ses plans pour faire cette paix des peuples que les autres rois n'envisagent pas encore. C'est alors que s'éteint François-Joseph, après 68 ans d'un règne dont on pressentait peut-être qu'il dut finir, mais dont on espérait qu'il ramènerait la paix avant de s'achever. L'Empire s'enfonce dans la guerre et ses peuples se sentent irrémédiablement abandonnés, comme dans un cauchemar du demi-sommeil, où tout va de plus en plus mal en laissant deviner que le réveil sera pire. Vienne hésite entre plusieurs douleurs, celle des grands troubles du siècle passé, où le si bel archiduc adolescent devint empereur, et qui la rassure comme une vieille histoire oubliée, et celle infiniment plus angoissante, où le cérémonial Habsbourg emporte maintenant sa dépouille de vieillard en collant à la fin d'automne de la monarchie. Et pourtant, les dernières semaines, François-Joseph voulait la paix. Le Kaiser Guillaume le sait très bien, et c'est surtout pour cela qu'il se précipite auprès de Charles. Foin de pieuses pensées, il faut bien lui expliquer que le vieil empereur qui affirmait « Nous avons fait notre devoir, encore 3 mois et nous déposerons les armes » n'avait plus toute sa tête, alors que la victoire n'a jamais été si proche. Quand même, les rues vides et hostiles de Vienne le glacent comme une condamnation et il repart sans même oser suivre les funérailles. Et tandis que le cortège s'ébranle vers la crypte des Capucins, où le cercueil ne pénétrera qu'après le 3e coup frappé, je suis Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie, je ne le connais pas. Je suis l'empereur François-Joseph, roi d'ici, de là-bas, d'ailleurs encore, je ne le connais pas. Je suis un pauvre pécheur qui implore miséricorde, alors tu peux entrer. La foule ne considère déjà plus que le très jeune couple avec l'enfant Otto, à qui l'histoire confie ce que le présent s'acharne à défaire. Oh, il y a encore bien des princes parmi les alliés et les neutres pour donner le sentiment que l'Empire survit encore. Mais comme c'est étrange, on remarque seulement la présence de 2 des frères de l'impératrice Zita, Félix et René de Bourbon-Parme. Et on ne peut que se perdre en conjectures sur les raisons de l'absence des autres frères. Oui, où sont-ils donc, Sixte et Xavier, adolescents gracieux et charmants des jours heureux de la paix, soudain éloignés par la guerre, l'âge d'homme et tout ce que leur sœur protège en secret? Empereur d'Autriche, roi de Hongrie alors qu'il n'a pas 30 ans, Charles ne connaît que ce qu'il a pu voir. La misère dans les villes, la cohésion d'une armée qui résiste sur tous les fronts, mais qui est trop épuisée pour tenir encore longtemps. Ainsi que des ministres qui le prennent pour un enfant de cœur et se méfient de ses idées généreuses. L'inaltérable comte Tissa le presse de se faire couronner roi de Hongrie. C'est un piège et Charles va y tomber. Le très ambitieux comte Tchernine s'intéresse beaucoup à ses projets de paix. C'est une occasion pour le faire chanter, le trahir ensuite. Charles lui fait confiance, bien que Zita le mette en garde. Mais il y a tant de décisions à prendre. Il faut courir à Budapest, puisque, paraît-il, la couronne de Saint-Étienne ne peut plus attendre. Ainsi, au cœur d'une Europe à feu et à sang, la capitale hongroise est en fête pour sacrer son nouveau roi, Zita et le petit Otto. Ce déferlement de loyalisme n'est frivole qu'en apparence. Le comte Tissa redoute que la guerre n'entraîne les réformes que souhaite Charles. En le faisant couronner, il l'oblige à se lier par serment à la constitution hongroise qui maintient les privilèges magyars.
et Charles accepte ce que François Ferdinand aurait refusé parce qu'il a désespérément besoin des Hongrois. Tissa est si impatient qu'il sort le texte du serment de sa poche à l'envers, le met sous le nez de Charles comme pour être sûr qu'ils le liront bien ensemble, l'abandonne à regret au cardinal Prima. Tissa est d'ailleurs personnellement très dévoué à Charles. Il a laissé entendre qu'on pourrait discuter plus tard, mais en attendant, il lui faut le serment. Et il lance les hurrahs de la foule comme un père qui vient de marier sa fille au gendre idéal. L'enthousiasme de Tissa et des Hongrois est profondément sincère. Ils se battent aux frontières avec un admirable courage et ils expriment leurs valeureuses qualités avec une affection qui tranche sur la frivolité viennoise. Cette liesse romantique ne peut qu'émouvoir le jeune couple habituellement isolé dans les pressentiments les plus sombres. Mais alors qu'il lance à nouveau son serment aux 4 points cardinaux, Charles sait très bien que les Hongrois le pressent avec tant de ferveur pour un voyage sans retour, dans un passé où ils risquent de périr tous à la poursuite d'une grandeur qui s'évanouit. Ferdinand de Bulgarie, qui aime les cérémonies, ne cache pas sa méchante humeur. On ne sortira jamais de la guerre en se montrant si aveugle. Quant aux élégants officiers de la droite la plus réactionnaire, ils pensent déjà à quelqu'un d'autre au cas où la guerre tournerait mal. Cet homme à poigne d'amiral Horthy, par exemple, qui nourrit pour l'héritage Habsbourg la fidélité d'un vautour. Or, quelques mois plus tôt, le front s'est effondré sous la poussée russe et la situation ne s'est rétablie que parce que le général Broussilov a mis mystérieusement fin à son offensive. Charles sent qu'il frôle à chaque instant la catastrophe, mais il y a un fait nouveau qui l'inquiète encore plus. Ce n'est pas l'hiver qui retient l'ennemi, mais la volonté de ne plus se battre. Et la seule victoire qui s'annonce est celle de la révolution universelle. Depuis Vienne, où le glas pour les soldats morts n'en finit plus d'effacer l'écho des dernières valses, Charles hésita active le réseau européen des Bourbons-Parme, solidaire, silencieux et fidèle. En effet, si Xavier et Sixte n'étaient pas avec leurs frères aux funérailles de François-Joseph, c'est qu'ils se trouvaient dans l'autre camp, auprès d'Élisabeth de Belgique, et qu'ils viennent seulement de rejoindre clandestinement Vienne pour y recevoir les instructions de Charles Hésita. Ne cherchez pas à rattraper le gracieux prince Sixte de Bourbon-Parme dans l'embrasement de l'Europe. Il est déjà reparti avec les lettres où Charles propose aux dirigeants alliés une paix si généreuse qu'ils ne peuvent la refuser. Et il se joue maintenant, tel un chat du dernier espoir, des lignes, des armées et des polices pour se glisser chez Poincaré, Lloyd George et le roi d'Angleterre. Tout de même, l'aventure est très risquée. Et Charles est trop honnête pour ne pas tenter de fléchir aussi son associé allemand, le Kaiser. Or, Guillaume traverse une de ces phases d'abattement où il doute de la victoire. La guerre sous-marine est un échec, dont le seul résultat tangible est d'indigner les États-Unis. Le président Wilson se rapproche de plus en plus des Alliés et vient d'affirmer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais comment arracher une décision au Kaiser dont le regard flotte sur des parades fantomatiques et qui répond aux objurgations de Charles en lui disant de s'adresser à Hindenburg ? Quand chacun sait que c'est Ludendorff qui décide, plus acharné des années précédentes, impuissants à résister à leurs bureaucrates, leurs militaires, leurs opinions publiques, les souverains n'ont pas su empêcher la guerre. Elle leur échappe encore plus vite que la paix. Le Kaiser n'est plus qu'une marionnette entre les mains de la clique militariste qui domine désormais l'Empire allemand.
Le tsar s'enferre dans l'illusion de la Sainte Russie éternelle, dont Raspoutine berce son épouse. Charles et Zita, le jeune couple Habsbourg qui succède à François-Joseph, engage une course contre la montre éperdue pour tenter de colmater les brèches dans le camp de l'Autriche-Hongrie. Mais comment faire la paix quand toute l'Europe est à feu et à sang et que se déroule à travers les effroyables massacres entre peuples une autre guerre opposant l'espoir de liberté et la sclérose de l'ancien monde. Das wird nun entscheiden, mitten im Frieden über Welt und der Feind. Dieu protège le tsar. En ces premiers jours d'août 1914, Nicolas II bénit la mobilisation des troupes depuis Moscou au milieu d'une ferveur encore plus grande que celle de son sacre au Kremlin 18 ans plus tôt. La Sainte Russie du souverain autocrate appartient au camp des Alliés, qui se veut celui de la liberté contre le militarisme des empires centraux. Et le peuple fait bloc autour de la famille impériale, comme si les malheurs et les déchirements du règne s'étaient effacés. Bien que la tsarine soit d'origine allemande, nul ne met encore en cause son patriotisme russe qu'elle exprime avec une ferveur extatique. La guerre de 1904 contre le Japon avait été un accident humiliant et obscur. Celle de 1914 est la guerre du peuple slave contre le germanisme, qui a si souvent tenté de la servir. Et son appel résonne jusqu'au tréfonds de l'Empire, dont l'âme orthodoxe se dresse sans défaillance, en bannissant par exemple la consommation de vodka ou en russifiant Saint-Pétersbourg en Pétrograd. Le rouleau compresseur russe peut aligner plus de 4 millions d'hommes. Le commandement est valeureux, les soldats sont animés de la foi simple et confiante des moujiks. Le tsar l'a juré, nous ne déposerons pas les armes avant que le dernier soldat allemand ait quitté notre sol. Et pour Nicolas, cet élan général est déjà une victoire qui le replace dans cette lignée de Pierre, de Catherine et d'Alexandre, au cœur même d'une histoire et d'un mysticisme national dont il a si souvent douté d'être digne. Le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch assume le commandement en chef des armées impériales. Comme tous les Russes et les Alliés, le tsar éprouve une grande admiration pour les qualités de soldat de son oncle, un géant qui le domine de sa haute taille et qui inspire une sorte de terreur sacrée, faite de sévérité, d'exigence et de sens de la justice. Mais Nicolas Nikolaïevitch n'est pas un guerrier facile à manier pour le tsar hésitant et timide. Le grand-duc est à couteau tiré avec le ministre de la guerre Soukholminov, un courtisan corrompu. Et il déteste aussi Raspoutine, ce prétendu homme de Dieu qui a la confiance de la tsarine et qu'il a promis de faire pendre s'il se risquait jusqu'au front. Deux épines enfoncées dans les relations unissant le tsar et son oncle. Cependant, Nicolas ne doute pas d'une victoire rapide.
et la famille impériale partage des certitudes frivoles si largement répandues, en confondant les jeux des aspirants de Tsarskoye-Selo avec les manœuvres qui commencent en Prusse orientale. L'armée que connaît le tsar n'a pas besoin des mitrailleuses et des tanks que Nicolas Nikolaïevitch réclame et que Sokolminov refuse. Elle pratique les charges sabre au clair et s'entraîne comme pour des parades, avec des facéties qui font rire les grandes duchesses et l'héritier. Et la tsarine mélange l'affection qu'elle porte aux aspirants avec la protection qu'elle étend sur ceux qui les jettent si mal préparés dans la bataille. Alexandra souffre de son origine allemande, de sa parenté avec le Kaiser et encore plus de l'hémophilie du tsarevitch si intelligent et si gracieux. Et elle mêle dans l'espoir d'une victoire l'illusion de la délivrance de ses remords et de la sauvegarde de l'héritier. Le réveil est rude. À l'exception de l'aviation, la médiocrité des transports, la corruption de l'organisation, le manque d'armement moderne ne tardent pas à se révéler désastreux. Les soldats sont obligés de ramasser les fusils de leurs camarades morts pour monter à l'attaque. Et Nicolas comprend qu'il se déplace au milieu d'un décor d'armée qui masque des tares effroyables, ne laissant aux officiers de valeur et à la chair à canon des fantassins que la perspective de bâtir un rempart de leurs cadavres. Les Français, ployant sous le déferlement allemand, adjurent le tsar de pousser son offensive en Prusse orientale. Des masses énormes sont jetées dans la boucherie que leur réserve Hindenburg, à Tannenberg et au lac Masur. Et il y a tant de pertes parmi les moujiks désarmés que le général allemand ne se risque même pas à les dénombrer. Tandis que son adversaire russe se suicide de honte et de désespoir, douche de sang qui s'étale en liste de morts sur les journaux de Petrograd, l'euphorie tombe d'un seul coup. En arrivant à la Stavka, le quartier général, Nicolas apprend que l'épouvantable choc a effectivement sauvé la France, en obligeant les Allemands à prélever des corps de troupes qui leur ont manqué pour la bataille de la Marne. Le tsar et Nicolas Nikolaïevitch ont anéanti le plan de Berlin qui prévoyait de briser la France et de se retourner ensuite contre la Russie. En revanche, on s'installe dans la guerre et sur des étendues immenses qui courent de la Baltique à la mer Noire, où les armées se déplacent sans cesse quand elles s'enterrent à l'ouest. Une autre lutte qui fera des millions de morts et qui demeure encore mal connue, puisqu'elle a été finalement perdue par des empires disparus. Enfin, la défaite en Prusse orientale est encore balancée par une offensive victorieuse contre l'Autriche-Hongrie. Et le tsar garde sa confiance à Nicolas Nikolaïevitch, qui n'en démord pas de réclamer le bannissement de Raspoutine, dont on colporte qu'il est au centre de la corruption et des menées défaitistes. Nicolas sait que l'homme de Dieu réprouve la guerre, mais il juge son pacifisme peu dangereux. Et comme il ne subit pas son influence, il met les rumeurs le concernant sur le compte des habituels ragots de Petrograd. L'important est ailleurs. À Przemyśl, par exemple, cette énorme forteresse austro-hongroise de Galicie, que les Russes viennent de prendre et qui leur ouvre la porte de l'Empire Habsbourg, à condition de pouvoir reprendre l'offensive. Or, si l'organisation de la guerre s'améliore, la crise des armements n'est pas encore surmontée. Et tant le tsar que Nicolas Nikolaïevitch ne veulent plus de ces hécatombes, où large est le chemin vers la guerre et si étroit celui de son retour. En attendant, il faut maintenir la pression. L'entrée en guerre des Italiens aux côtés des Alliés suscite des manifestations de joie délirantes dans toutes les villes de Russie. Ils vont pouvoir prendre les Autrichiens à revers.
Mais tandis que Nicolas y voit une nouvelle raison d'espérer, le front de Pologne s'effondre sous les coups de boutoirs allemands et bientôt la chute de Varsovie étouffe les clameurs de la fête. Ce nouveau désastre sonne l'opinion russe. Il épouvante aussi les Alliés qui font pression sur le tsar pour qu'il prenne une initiative spectaculaire. Nicolas renvoie Nicolas Nikolaïevitch et assume personnellement le commandement des armées. Geste d'ingratitude, acte de courage et tragique initiative. Nicolas souhaite qu'Alexis l'accompagne désormais à la Stavka. Et c'est bien la première fois qu'un différend l'oppose à Alexandra, affolée à l'idée que le petit malade soit éloigné d'elle. Mais Nicolas est inflexible, la place de son fils est auprès du tsar et de ceux qui combattent pour l'Empire dont il héritera un jour. Et sans oser l'avouer, Alexis brûle d'impatience à l'idée de rejoindre son père qu'il adore, loin de l'atmosphère étouffante de Tsarskoye-Selo. Alexandra, sans son mari et sans son fils, s'enfonce alors un peu plus dans sa lancinante dépression mentale aggravée par l'inquiétude et se raccroche d'autant à Anna Virubova et Raspoutine. L'homme de Dieu en profite pour affermir encore son emprise sur cette âme généreuse mais fragile et déséquilibrée qui voit en lui l'incarnation de la Sainte Russie. Nicolas a imposé sa décision de prendre le commandement des armées à ses ministres qu'il a juré d'y renoncer parce qu'il est persuadé du caractère sacré de sa mission et ses généraux lui donnent raison. En fait, il perd le contact avec le gouvernement de l'Empire et s'isole des humeurs menaçantes de Petrograd et de la Douma. Il s'expose à endosser la responsabilité de nouvelles erreurs du grand quartier général, trop content de trouver un tel bouc émissaire. Mais il veut partager la vie de ses soldats, et pour l'heure, sa décision accroît son prestige auprès d'eux. Et puis Alexis est avec lui, et c'est la première fois qu'ils se sentent aussi proches l'un de l'autre. D'ailleurs, l'enfant retourne régulièrement auprès de sa mère et de ses sœurs. Elles ont passé leur diplôme d'infirmière et se dépensent sans compter aux tâches les plus rebutantes. Alors que la Russie gémit sous le poids de la guerre, la tsarine entend que toute la famille impériale donne l'exemple. La situation sanitaire est dramatique. Les convois militaires sont prioritaires sur les lignes de chemin de fer et les trains de blessés sont le plus souvent constitués de wagons pour le bétail, hâtivement aménagés et qui perdent un temps précieux à rejoindre les villes. Et pourtant, Alexandra se révèle très efficace. Les grandes dames de l'Empire ont toutes des activités caritatives, mais rares sont celles qui s'y adonnent avec autant de réel dévouement. Et Petrograd raille cette impératrice et ses filles qui passent leur temps en infirmière dans des palais impériaux où flottent désormais les terres des opérations et de l'exaltation du patriotisme médical. Mais si le mysticisme névrotique d'Alexandra la rend infatigable au chevet des blessés, il l'a conduite aussi à se substituer peu à peu au tsar, qu'elle assaille de lettres fiévreuses, foisonnantes de conseils politiques, alors que les revers, les deuils et les souffrances pèsent de plus en plus lourd sur le peuple russe. Or, chacun sait que Raspoutine commande désormais aux impulsions de la tsarine. L'homme de Dieu ne cache plus son pouvoir. Toutes sortes d'intrigants se bousculent à la porte de son appartement de Petrograd pour arracher des places et des prébendes, tandis qu'il affiche impudemment son ivrognerie et ses orgies avec un ramassis de femmes où se côtoient, épouses de ministres et bavardes trop curieuses des secrets militaires. Et quand s'accumulent les mises en garde horrifiées des ambassades et de la police, Alexandra couvre celui qu'elle appelle notre ami dans ses lettres à Nicolas.
Pour la rumeur, le couple impérial n'est plus qu'un duo de marionnettes dont Raspoutine tire les fils en faisant et défaisant les gouvernements où il impose ses créatures. Mais il y a plus grave. On répète qu'Alexandra est en contact étroit avec sa sœur Irène, épouse du frère du Kaiser, et avec le grand-duc Ernest Ludwig, son frère chéri, qui se serait rendu secrètement à Pétrograd pour vendre la paix du Reich. La tsarine allemande et son moujik démoniaque trahissent la Russie et l'entraînent à sa perte. Or, la faim hante les rues où de petits fantômes frigorifiés font la queue pour des secours détournés par le marché noir. Quand une cynique humanité de privilégiés, où se côtoient aristocrates embusqués, requins affairistes et agents à peine dissimulés de l'ennemi, s'étourdit dans la valse des plaisirs, dansée sur un volcan. Nicolas pourrait faire justice des calomnies. Alexandra est innocente de toute intention de trahison. Mais le tsar est absent, Raspoutine accumule scandales et imprudences, et la tsarine s'obstine à opposer au grand malheur russe dont on la juge coupable le masque pétrifié de son hystérie. Certains refusent l'atmosphère de déréliction morbide où Pétrograd attend l'apocalypse comme une délivrance. Et la Douma d'Empire résonne de débats passionnés où l'on réclame la mise à l'écart de Raspoutine, le remplacement des ministres corrompus par un gouvernement responsable. Rodzianko, le président de l'Assemblée qui a le plus grand mal à maintenir le calme, multiplie les avertissements à la tsarine et les messages à l'empereur. Nicolas paraît ébranlé. Il revient du front et se rend pour la première fois à la Douma où les députés l'accueillent avec chaleur. Curieusement, Alexandra l'approuve dans cette démarche, comme elle l'incite à visiter les ouvriers des grandes usines d'armement Poutilov qui s'étaient mis en grève. Éclair de lucidité ou repli stratégique pour mieux asseoir son influence sur le tsar. Rassuré, Nicolas repart pour la Stavka et ce qu'il croit être son devoir. De toute façon, pour Nicolas, seule la victoire peut apporter un véritable apaisement et elle dépend de sa présence auprès de ces chers soldats moujiks qui sont sa vraie Russie à l'abri des intrigues et des parlottes de Pétrograd. Cependant, au palais Yusupov, on médite une action autrement radicale, l'assassinat de Raspoutine. L'élégant prince Yusupov, époux de la nièce du tsar, assiste de l'intérieur à la panique grandissante de la famille Romanov, dont la tsarine mère Maria Féodorovna ne parvient plus à réfréner les complots, visant à substituer au souverain le grand-duc Dimitri, celui-là même que Nicolas comme Yusupov aime tendrement, quoique de manière bien différente. Olga et Xenia, les deux sœurs du tsar, voudraient le prévenir. Mais comment Nicolas pourrait-il prêter foi à une rumeur si monstrueuse, quand chacun ne devrait penser qu'à son devoir? Et Olga, qui aime fidèlement son frère, s'en remet à la providence et garde le silence. À la Stavka, tout concourt à l'aveuglement du tsar. Le front s'est stabilisé, l'organisation et l'armement se sont améliorés, et les généraux, dont il reconnaît le premier qu'ils sont de bien meilleurs stratèges que lui, le bercent de ce rôle de petit père des peuples qui galvanise les âmes simples de la troupe. Et puis Nicolas est avec son fils, et ils vivent la guerre comme une aventure inespérée, contre la malchance et la maladie qui les ont toujours poursuivis. Le petit monde du tsarevitch l'a suivi à la Stavka, et le professeur Gilliard, ce Suisse si dévoué que l'enfant aime comme un grand frère, s'étonne des progrès qu'il accomplit. Alexis parle couramment français maintenant. Nicolas a eu raison d'emmener son fils avec lui. Il s'épanouit dans cette atmosphère de camaraderie virile, où il n'y a plus d'obstacle pour le séparer d'un père qu'il admire. Le tsar lui apparaît dans la plénitude de sa fonction et au long des inspections dont certaines se déroulent aux avant-postes du front, au plus près de la mort et des blessures, nul ne contredit Alexis quand il a le sentiment de partager le courage et le dévouement de son père.
Les officiers n'ont-ils pas insisté pour qu'il accroche le galon de caporal à son uniforme d'enfant de troupe? Il s'intéresse à tout, se suffit à lui-même en jouant avec Joy son épagneul quand on n'a plus le temps de s'occuper de lui et confie ses secrets au grand-duc Dimitri que Nicolas fait souvent venir parce que c'est son neveu préféré et qu'Alexis l'aime tant de son côté. Sa maladie paraît s'être endormie. Il n'a jamais été si gai. Et Gilliard, comme l'attaché militaire belge, subissent avec bonne humeur ces blagues de collégiens sans malice. Chacun pense aux enfants laissés derrière soi, et parfois les officiers parlent à voix basse. Aucun accident ne survient, et si cette saine atmosphère de la Stavka était préférable à l'inquiétude torturante de sa mère qui le replonge dans les affres de son mal. Tout de même, ses sœurs aussi lui manquent. Olga lui écrit de longues lettres dont la mélancolie le trouble vaguement. Tatiana, en revanche, le rassure sur la santé de sa mère, dont il entend dire qu'elle n'est pas bonne. Tatiana est la plus forte de la famille, elle garde toujours ses soucis pour elle-même. Chaque 2 mois, la tsarine et les grandes duchesses se rendent à la Stavka. Lorsqu'elles arrivent, elles ont les traits marqués par cette omniprésente angoisse de l'arrière. Mais très vite, le bonheur d'être réunis tous ensemble rapporte la douceur d'autrefois. Nicolas s'assure auprès de ses filles qu'elles veillent bien sur leur mère, qui prend toujours tout trop à cœur. Elle le réconforte, ne voit-il pas lui-même comme elle semble heureuse de le retrouver, reprise par la confiance en leur avenir et celui de la Russie? Ce sont des gens qui s'aiment tant. Une pudeur tragique leur interdit de se faire les reproches qui les sauveraient peut-être. Quand il fait beau, on fait une petite croisière sur le Don paisible. Alexis organise la manœuvre avec le fidèle marin d'Erevenko, qui soupire parfois un peu d'être loin de Petrograd, où il a, paraît-il, beaucoup d'amis. On ne sait pas très bien qui au juste. Et l'on reparle du beau cousin Carole de Roumanie qui propose maintenant d'épouser Marie qui rêve de prince charmant et de beaucoup d'enfants. Mais Marie est bien trop jeune, il faut attendre que la guerre s'achève pour célébrer le mariage de la victoire, si les jeunes gens y songent encore. Et Alexandra se rassure de voir comme Nicolas prend soin de leur fils. C'est vrai qu'il a grandi et qu'il paraît en bonne santé, même s'il y a toujours ces petits bleus sur la peau qui ne s'effacent jamais complètement. Allons, tout ne va pas si mal. Anastasia prétend qu'elle est en âge de pouvoir fumer. Tatiana promet d'écrire chaque jour à son père, puisqu'il faut à nouveau se séparer, en attendant qu'il les emmène à Livadia pour de grandes vacances, encore plus belles que celles d'avant. Le front se réveille brusquement. Les Français sont en grand péril à Verdun et le général Broussilov engage une fulgurante offensive à travers les Carpates qui soulagera les lignes alliées comme en 14. Dans ses lettres à Nicolas, enflammées de folles espérances et de délires politiques, Alexandra s'inquiète aussi de l'effet de cette nouvelle campagne sur leur fils. Toute cette fièvre ne le rend-elle pas agité? Surveille-t-on ses allées et venues? Ne prend-il pas de risque pour sa santé si fragile? Et le tsar répond qu'il le garde près de lui, durant les visites aux unités qui montent vers le front. Comme dans ces heures étales où la guerre paraît s'éloigner, les laissant tels des enfants qui s'aiment d'une infinie tendresse, perdus au monde des adultes, où le plus grand protège le plus petit, en espérant gagner et cette lutte et l'autre. Ainsi va la guerre du très puissant empire, où le tsar qui marche avec ses troupes est un père constamment penché sur son fils, qui porte près de son cœur lorsque par malheur il lui faut tout de même s'éloigner, l'histoire de la petite hirondelle écrite depuis le lit en fer d'un mauvais rhume, qui lui demande de revenir vite, de ne pas oublier l'argent de poche et signe Dieu te garde
Alexis qui t'embrasse. À l'automne de 1916, la tsarine et les grandes duchesses reviennent à la Stavka. Cette fois, Alexandra est trop souffrante et n'accompagne pas ses filles pour le passage en revue des Cosaques par le tsar et l'héritier. Tout de même, le charme des retrouvailles agit toujours, et puis les Cosaques sont le fleuron de la fidélité de l'Empire à l'égard des Romanov. Les nouvelles de Pétrograd ne sont pas bonnes. La Douma accuse la tsarine et Raspoutine d'avoir fait pression sur Nicolas pour qu'il mette fin à l'offensive de Broussilov. Est-ce pour cela que le grand-duc Dimitri paraît encore plus pâle et silencieux que d'ordinaire? Accorderait-il le moindre crédit à ce nouveau torrent de calomnie? Nicolas a toujours traité Dimitri comme un autre fils. Il faudra qu'il lui explique après la revue que Broussilov a remporté la plus grande victoire de la guerre, mais qu'il fallait arrêter la tuerie puisque les Alliés ont été sauvés. Nicolas n'expliquera rien à son neveu Dimitri. Le tsarevitch se blesse quelques instants plus tard. C'est la plus grave rechute depuis 5 ans. Et Alexandra, épouvantée, le ramène d'urgence avec son train vers Pétrograd. Nicolas se retrouve plus isolé que jamais à la Stavka, entouré de généraux qui murmurent entre eux les critiques de la Douma. Et il éprouve le sentiment diffus que sa vieille compagne, la malchance, est venue le rejoindre. De fait, un télégramme d'Alexandra lui apprend qu'on vient de repêcher sous la glace de la Neva le cadavre de Raspoutine assassiné. Une rapide enquête confirme ce que sait déjà tout Pétrograd, transporté d'une joie indécente. C'est le beau Félix Youssoupov qui a entraîné l'homme de Dieu dans un traquenard et s'est démasqué en le mettant à mort au cours d'une nuit de grand guignol où Raspoutine a longtemps résisté au poison et aux décharges de revolver. L'horreur du crime s'aggrave de la découverte d'un complice, le grand-duc Dimitri, qui a fait le guet durant l'interminable et macabre cérémonie du meurtre. Ainsi, le pourrissement de la Russie a maintenant atteint le cœur de la famille Romanov, qui enterre l'homme de Dieu dans le parc de Tsarskoye Selo comme un ultime témoignage de fidélité. Le tsar est révolté qu'on ait pu attenter à la vie d'un simple moujik, mais il redoute surtout l'effet de cette fin crapuleuse sur la tsarine, qui fait ensevelir un message avec la dépouille mortelle. Mon cher martyr, souviens-toi de nous là-haut dans tes saintes prières.